Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 144 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. C'est le retour du froid, et avec ça, les maladies infantiles. On adore. Allez, les virus, les bactéries et les microbes sont parmi nous pour le meilleur parfois et pour le pire souvent. Quand nous parents, on essaie de sortir la tête de l'eau. Docteur Océane Sorel, virologiste et rockstar des perruques sur Instagram, vient de sortir un livre pour t'éclairer sur ce monde bactériologique et microbien. Dans cet épisode, on s'adresse aux parents pour parler des enfants, mais aussi aux femmes enceintes. Et oui, enceintes, nous devons être attentives à notre alimentation et notre mode de vie. Vous saurez donc tout sur la toxoplasmose et les maladies auxquelles sont sensibles les futures mamans. On parle aussi évidemment des vaccins et pourquoi vacciner son enfant est important pour lui, mais aussi pour la collectivité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Océane. Salut Clémentine. Deuxième fois qu'on arrive à faire cette interview, on a eu des petits problèmes de son donc je suis ravie, mais ça tombe bien parce que tu sors un livre très vite, là très prochainement à la rentrée, donc comme ça on va pouvoir en parler. Est-ce que tu peux nous donner le titre ? Le titre c'est Virus, bactéries et microbes, tout savoir pour y échapper. Voilà. Alors on va en parler dans cet épisode. Déjà on va se poser une vraie question, est-ce qu'on peut vraiment y échapper ? Est-ce que c'est utile d'avoir des bactéries, des microbes ? Mais d'abord j'aimerais bien que tu nous expliques, ça veut dire quoi être virologiste, s'intéresser au système immunitaire et pourquoi tu as voulu aller dans cette branche ? Alors virologue ou virologiste, on peut dire les deux, c'est l'étude des virus. Moi j'ai aussi étudié le système immunitaire et donc la relation entre les virus et le système immunitaire. Pourquoi j'ai voulu aller dans ce domaine-là ? Parce que j'ai toujours voulu faire de la recherche, même pendant mes études vétérinaires. En fait, j'ai commencé à faire mon stage de fin d'études dans le labo de viro immuno de ma faculté. Et de fil en aiguille, j'ai fait une thèse. Et voilà. Et puis le sujet m'a passionnée et je suis restée dans ce domaine-là. Donc du coup, tu es passée de potentiellement te consacrer une carrière à s'occuper d'animaux à s'occuper de petits êtres vivants voilà. Qui vivent parmi nous. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. J'étais vétérinaire et après mes études vétérinaires, j'ai pas bifurqué parce que ça reste des études scientifiques, mais au lieu d'aller vers la pratique, je suis allée vers la recherche assez naturellement, sans trop me poser de questions. Voilà. Mais les maladies infectieuses concernent les animaux et les humains et on partage beaucoup de microbes avec les animaux, donc c'est assez universel comme matière. On l'a vu puisqu'on s'est posé longtemps la question sur l'origine du Covid-19. Est-ce que ça vient des animaux ? Est-ce que c'était le laboratoire ? Alors l'hypothèse toujours la plus probable c'est que ça a fait un saut d'espèce, que ça vient sûrement d'un animal. Après tant que l'animal n'a pas été clairement identifié, ça va être compliqué de remonter la piste exactement, mais c'est pour l'instant l'hypothèse la plus privilégiée. Mais pour pouvoir identifier exactement la source, il va falloir trouver l'animal qui contient le virus d'origine, qui a ensuite
qui est ensuite passé chez l'homme. Alors après, ça vient sûrement c'est sûrement un virus de chauve-souris à la base, mais on pense qu'il y a un mammifère qui a fait l'intermédiaire, un autre mammifère qui a fait l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, et celui-là, il n'a pas encore été clairement identifié. Il y a encore des enquêtes. Tu es virologue, virologiste, ça dépend si on prend le terme un peu anglophone ou pas. Ouais, je crois que les deux, ça marche. Mais tu es aussi mère de 3 enfants. Et ma question, c'est est-ce que en étant virologiste et en étant très portée sur le système immunitaire, ça t'a plus angoissé d'être enceinte et de te dire tout ce que potentiellement il y a comme maladie qu'on peut avoir quand on est enceinte, ou t'as réussi à sectionner ces deux parties de toi? Alors, plus angoissée, pas vraiment. Je dis plus consciente des risques. Ouais, c'est clair que je faisais plus attention. Après, moi, j'ai été immunisée contre... après, j'ai eu un souci avec mon premier, c'est que j'ai ce qu'on appelle séroconverti contre la toxoplasmose au moment de la conception, et on ne savait pas, au moment où j'ai été testée pour la toxo, j'étais en pleine, mes anticorps étaient en train d'augmenter, et donc en fait c'était très inquiétant parce que on pensait que j'avais eu la toxoplasmose pendant que j'étais enceinte, au tout début, pendant le premier trimestre, qui peut être quand même grave pour le bébé. Et en fait après on a fait d'autres tests et on a vu que j'avais sûrement contracté la toxoplasmose juste avant de tomber enceinte. Donc ça, c'était la période de stress, mais en soi, le risque général de infectieux, j'étais pas plus stressée que pour les... Mais j'étais par contre très consciente des risques. C'est surtout que le fait d'en plus d'avoir séroconverti contre la toxo, j'ai été sur PubMed, ce qui est pas forcément la meilleure idée. Et j'ai été voir les études avec les pourcentages de risque de le transmettre, après le risque de séquelles, etc. Ce qui peut éventuellement faire peur. Quand donc voilà, c'est pas forcément la meilleure place quand tu es conscient des risques, et que en plus tu sais où trouver les réponses, donc tu peux te faire peur, c'est sûr. Mais après, pour mes autres grossesses, j'ai pas eu de problème. J'étais déjà CMV positive, en plus j'avais déjà eu le CMV, donc j'étais pas très inquiète. Après, c'est vrai que je faisais attention à ce que je mangeais, etc. J'essayais d'éviter tout ce qui était aliments potentiellement à risque, mais sinon, non, pas d'inquiétude plus que ça. Alors justement, tu me fais une super transition parce qu'on va essayer de catégoriser un peu avec la grossesse et après les maladies sur les enfants. Quand on est enceinte, il y a quelle catégorie d'aliments qu'il faut absolument éviter et pourquoi? Je t'avoue que la première, je n'étais pas très bien renseignée sur mes premières grossesses. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi et ce que ça veut dire. Donc, raconte-nous. Alors oui, il y a plusieurs catégories d'aliments qu'il faut éviter pour plusieurs raisons. Enfin, le risque, de toute façon, la raison principale, c'est le risque infectieux. Puis il y a plusieurs types de microbes en fait qui peuvent se transmettre durant la grossesse. Et la grossesse, faut savoir que c'est un moment dans la vie où déjà on a plus de risques de faire des infections graves au niveau des intoxications alimentaires. C'est notamment lié au fait que le système immunitaire est un peu moins performant pendant la grossesse. Et aussi, le risque, c'est que certains de ces microbes peuvent se transmettre au fœtus et provoquer de graves séquelles chez les bébés à naître. Donc ça, c'est un gros souci qu'il faut absolument éviter. Donc les catégories à éviter, c'est tout ce qui est viande crue ou pas assez cuite. Donc même les charcuteries qui se conservent au frigo, etc., comme le pâté, les rillettes, etc., faut éviter. Tout ce qui est lait cru et fromage au lait cru, tout ce qui est comté par exemple, gruyère, etc., c'est des fromages au lait cru mais qui ont été à pâte cuite, donc qui ont été cuits ensuite, donc ils n'ont pas le même risque infectieux que les fromages au lait cru qui n'ont pas été cuits. Il y a aussi les fromages à pâte molle qui ont été pasteurisés mais qui sont pas à croûte lavée, là, croûte fleurie, etc., donc ce qui est camembert, minster, etc. Comme c'est des fromages quand même assez humides et qui sont propices en fait au développement de tout ce qui est listeria. Les listérias, c'est des bactéries qui peuvent causer la listériose. Et la listériose, ça peut avoir des conséquences sur le bébé, provoquer des avortements notamment, etc. Donc il faut faire attention à ce genre de trucs. Après, tout ce qui est œufs crus, etc., faut éviter aussi à cause d'autres risques infectieux comme la salmonellose, qui peut être grave chez la femme enceinte. Poisson cru, évidemment, coquillage cru pour les mêmes raisons, parce qu'il peut y avoir en fait, la cuisson tue tous les micro-organismes quand on s'est cuit correctement, etc. Donc tout ce qui est cru, potentiellement, peut contenir des pathogènes qui peuvent rendre malade. Et comme la femme enceinte est à un moment de sa vie où elle est
plus fragile et qu'en plus le bébé peut avoir des conséquences d'une toxi-infection, il faut éviter. Voilà. Donc c'est les grands trucs. Et j'ai oublié aussi les fromages râpés en sachet qui sont vendus en sachet en supermarché, ça il faut éviter. Ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est parce qu'il y a souvent de la condensation qui se forme dans le sachet et tout ce qui est humidité comme ça avec la nourriture. Ah ouais, ça fait de la moisissure très vite. C'est pas forcément la moisissure, mais les bactéries adorent ce genre de milieu un peu humide avec de la bouffe dedans. Ça c'est parfait pour elles. Donc il y a un plus de risque de listeria, de développement de listeria, donc de listériose. Voilà. Donc en fait, les deux, il y a plusieurs pathogènes qui peuvent rendre très malade. La listériose, on connaît les conséquences sur le bébé. Il y a la toxoplasmose qui peut avoir des problèmes et qui peut poser des problèmes et qui se retrouve plutôt dans tout ce qui est viande crue, etc., les légumes mal lavés, fruits mal lavés. On va peut-être revenir dessus après sur la toxo en particulier, mais voilà. Donc il y a des aliments à éviter et puis après il y a tout ce qui est légumes, fruits qu'il faut bien laver pour bien enlever le maximum de micro-organismes. Et ça m'interpelle parce que tu dis que la femme, à ce moment-là, quand on est enceinte, c'est une période particulière, mais on a un système immunitaire qui est plus faible à ce moment-là. Ouais, il est un peu moins performant. Les femmes enceintes sont plus à risque d'infection et de faire de moins bien contrôler les infections. Après, les facteurs exacts, on les connaît pas vraiment. L'hypothèse la plus probable, c'est que, en fait, pendant la grossesse, le système immunitaire s'auto-régule en diminuant un peu sa performance pour éviter justement qu'il y ait des réactions inflammatoires qui peuvent être dommageables pour le bébé, donc qu'il y ait des réactions qui rejettent un peu l'embryon. La nature est bien faite, hein, mais il faut éviter absolument les grosses réactions inflammatoires qui pourraient rejeter le bébé du ventre de la mère. Mais alors la conséquence de ça, il faut vraiment balancer. Le système immunitaire, le corps essaie de balancer entre les infections possibles et justement ce système de rejet du fœtus. La conséquence de ça, c'est que tu peux plus facilement choper une infection et que ça devienne plus grave assez rapidement. C'est pas que les toxi-infections, il y a d'autres, par exemple la grippe, ça peut être plus grave aussi, il y a le Covid, ça peut être plus grave aussi chez la femme enceinte. Enfin, c'est vraiment un problème général. Voilà, on est plus fragile quand on est enceinte au niveau des infections. Tu en as parlé tout à l'heure, donc la toxoplasmose. En France, on se fait tester tous les mois pour voir si on l'a contracté ou pas. C'est quoi exactement la toxoplasmose ? Comment on l'attrape et pourquoi tous les pays ne testent pas tous les mois quand on est enceinte ? Alors, la toxoplasmose, c'est une maladie qui est causée par un petit parasite qui vit dans les cellules. Hein, c'est tout petit, hein, c'est microscopique, ça se voit pas à l'œil nu, qu'on appelle Toxoplasma gondii. L'animal qui est au centre du parasite, c'est le chat. C'est pour ça qu'on parle souvent du chat pendant la toxoplasmose, parce que le chat, en fait, les parasites vivent dans ses intestins et il rejette des œufs, qu'on peut appeler des œufs, une sorte d'œufs de parasites dans les crottes du chat qui vont se retrouver ensuite dans l'environnement, dans la litière, etc. et qui peuvent éventuellement contaminer l'environnement, les légumes, les fruits, qui vont ensuite être mangés par d'autres animaux dont on peut manger la viande, par exemple des vaches, etc., qui vont ensuite contaminer la viande parce que quand en fait les œufs du parasite se retrouvent dans un autre animal comme l'homme ou un autre animal ou carrément dans l'homme, il va former des kystes dans les tissus, donc dans les muscles, le cerveau, etc. Pas forcément avec des symptômes, hein, c'est un truc microscopique et en fait on va rester porteur à vie du parasite et en fait les kystes s'enquistent justement dans les muscles des vaches par exemple. On peut consommer la viande qui contient ces kystes et se contaminer aussi. Donc il y a plusieurs façons de se contaminer avec la toxoplasmose, c'est soit en mangeant des légumes ou des fruits contaminés avec des œufs du toxoplasme justement, ou par exemple si on change la litière du chat qu'il était en phase qui est en train d'excréter des œufs, qui avait des œufs dans les cacas du chat, qu'on se lave pas les mains, qu'on met après les mains dans sa bouche par exemple, et bien là on peut se contaminer aussi. Ou quand on fait du jardinage, par exemple, qu'il y avait du caca de chat, etc., et qu'on se lave pas les mains après, et voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est quand on porte les mains, si on a une bonne hygiène des mains, etc., ce risque-là, il est beaucoup plus diminué. Et après, tu as tout ce qui est risque en consommant de la viande pas assez cuite, qui contient des kystes, et qui peut du coup t'infecter aussi. Et en fait, le problème, c'est que le parasite peut aller contaminer le fœtus, passer le placenta, aller contaminer le fœtus et provoquer des séquelles. Et donc, c'est ça le gros risque.
avec la toxoplasmose. En France, on teste. C'est un choix des autorités de santé pour savoir si on a été immunisé, parce que quand on a été immunisé, enfin, si on a déjà eu le parasite, on est porteur à vie, donc on a développé une certaine forme d'immunité contre lui. Et donc, même si on est porteur, si jamais le parasite réactive, par exemple, ou qu'on a une réinfection, par exemple, on rencontre de nouveau le parasite dans l'aliment, etc., et ben, comme on a un système immunitaire qui l'a déjà vu, il va être très rapide à réagir et le risque de transmettre le parasite au fœtus est très minime. Alors que si on n'a jamais vu le toxoplasme, alors le système immunitaire ne l'a jamais vu. Et donc, il va mettre plus de temps à le dégager ou à le contrôler, on va dire, parce qu'il le dégage jamais vraiment, parce qu'il y a toujours des kystes qui sont présents. Et en fait, là, c'est là qu'à ce moment-là, le risque est le plus grand de se transmettre au fœtus. Donc, c'est pour ça qu'on teste, on vérifie s'il y a une immunité préalable, si on a déjà vu, si notre corps a déjà vu le toxoplasme ou pas. Parce que si jamais il y a une séroconversion pendant la grossesse, alors il faut faire éventuellement des examens complémentaires, voir s'il n'y a pas eu des lésions, etc. Mais après, il y a des pays, par exemple aux États-Unis, testent pas systématiquement. Mais ils attendent de voir un peu parce qu'il y a des signes parfois à l'échographie ou etc. Ils attendent de voir des anomalies pour éventuellement faire les tests. Ils jugent que c'est plus comment dire, c'est une question de décision, encore une fois, d'autorité de santé. Ils préfèrent faire comme ça que de tester tout le monde tous les mois systématiquement. Leur prévalence est un peu plus faible en plus qu'en France. En France, on a plus de gens qui sont porteurs de toxoplasme, donc il y a plus d'infections. C'est plus fréquent, on va dire, qu'aux États-Unis. Sachant qu'en France, ça a quand même vachement diminué dans les années 60. C'était énorme le taux de gens qui étaient je crois que c'était 80% des gens avaient déjà été positifs à Toxoplasma gondii. Donc maintenant, ça a bien diminué. Je sais plus exactement les chiffres, je vais pas dire de bêtises. Donc, mais ça a beaucoup diminué. Donc c'est de moins en moins fréquent. Mais bon, ça peut toujours poser problème si ça arrive pendant la grossesse, en fait. Bonne hygiène des mains, mais on en reviendra après par rapport à ce que tu disais dans ton livre sur comment on évite tout ça, les microbes, les virus et les bactéries. Est-ce que il faut vraiment tout désinfecter à la javel quand on est enceinte dans son frigo, tout laver correctement, ou juste l'eau, ça suffit? Alors juste l'eau, ça suffit pas pour nettoyer. Il faut un bon nettoyage. Il y a tout ce qui est nettoyage et après il y a tout ce qui est désinfection. C'est pas la même chose. Le nettoyage, c'est tout ce qui utilise du savon, par exemple des détergents, etc., pour bien enlever les saletés. Si on enlève les saletés, par exemple, à chaque fois qu'il y a un truc qui coule dans le frigo, vous essuyez, vous nettoyez votre frigo vite fait, et ben le risque qu'il y ait un développement microbien dans le frigo, il est quand même faible parce qu'ils ont plus de nourriture pour se développer. Par contre, si vous laissez traîner, je sais pas moi, il y a du poulet qui a coulé dans votre frigo et que vous laissez traîner ça 5 jours, ou même plus, il faudra peut-être désinfecter au moment où vous allez nettoyer. La désinfection, ça doit pas être systématique, vraiment, il faut pas devenir parano, surtout quand on est enceinte, enfin, c'est pas la peine. Des microbes, il y en a partout autour de nous, dans l'environnement, de manière générale. Après, il faut juste une bonne hygiène et je pense que utiliser un peu de bon sens si, vous avez, je sais pas moi, un poulet cru qui a coulé partout dans votre frigo, peut-être que c'est une bonne idée de le désinfecter à ce moment-là. Mais si le frigo, après le frigo, il faut le désinfecter régulièrement, pas tous les jours non plus. Surtout que la surutilisation de désinfectants, ça peut provoquer éventuellement des résistances microbiennes. Donc il faut pas en abuser. Il faut pas tomber dans les extrêmes, c'est ça que je dis tout le temps. Il faut pas être dans la surhygiène, mais pas non plus dans la sous-hygiène. Si déjà vous lavez bien les mains avant de manger, avant de préparer à manger, après avoir changé un bébé, enfin des trucs assez basiques, vous allez éviter beaucoup de risques de contamination déjà. Il y a parfois une croyance dans notre société que les bactéries c'est mauvais. Et en fait, on a besoin des bactéries et des virus. Donc c'est ce que tu parles quand il y a trop d'hygiène, on enlève. Est-ce que quand on a trop d'hygiène, on s'expose à être plus malade? Pas vraiment, non. L'excès d'hygiène, L'excès d'hygiène, ça peut poser d'autres problèmes, mais pas forcément. Non, c'est pas plutôt. En fait, c'est pas une question. C'est pas de blanc ou noir. C'est juste qu'il faut. Il y a des microbes qui sont absolument inoffensifs, qui nous entourent toute la journée. Il y a des microbes qui sont, au contraire, même qui nous aident. Hein, tout ce qui est, on a plein de bactéries dans nos intestins, par exemple, sur notre peau, etc., qui peuvent nous aider. Pour plein de, tout ce qui est microbiote, etc. On en parle beaucoup en ce moment, mais la recherche seulement
commence à comprendre à quel point ça peut être, certaines bactéries peuvent être utiles. Mais il y a des bactéries qui sont vraiment, elles sont pas toutes égales, quoi. Enfin, tous les microbes ne sont pas égaux. Il y en a qui sont inoffensifs et carrément même avantageux pour nous, et d'autres qui peuvent nous rendre très malades, et c'est ceux-là qu'il faut éviter. Donc ça, ceux-là, il faut éviter, et pour ça, il y a un minimum d'hygiène. C'est l'idéal, une hygiène, et puis il y a la vaccination, la prévention par la vaccination pour ceux qu'on ne peut pas seulement éviter avec de l'hygiène, parce que parfois j'entends l'hygiène ça suffit. Non, l'hygiène ça suffit pas forcément. Pour éviter surtout des virus qu'on ne voit pas, qui peuvent se retrouver dans l'air assez facilement, projetés dans des aérosols, ou même que vous contrôlez pas ce que les gens font. Donc si vous touchez la barre du métro et qu'il y a un mec malade qui vient de cracher dessus, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément contrôlable de manière générale, l'hygiène tout le temps, partout. On vit pas dans une bulle stérile, ça c'est sûr, il faut pas se mettre dans une bulle stérile, mais encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Les deux extrêmes ne sont pas bons, c'est sûr. Ça tombe bien, tu parlais des vaccins. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, ça fonctionne comment un vaccin, et pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas avant déjà 2 mois chez les nourrissons ? Ouais, alors comment ça fonctionne un vaccin? C'est assez simple, hein. Le but du vaccin, c'est d'aller montrer à votre système immunitaire à quoi ressemble le microbe, avant même qu'il l'ait rencontré, pour que lui, il puisse être armé si jamais il le rencontre dans la vraie vie. Donc le but, c'est d'aller montrer de manière inoffensive, en gros, à quoi il ressemble. C'est une sorte de répétition générale. Comme ça, le système immunitaire se prépare, il génère des cellules mémoire, etc., qui vont garder en mémoire ce microbe. Comme ça, si jamais un jour vous le rencontrez, votre système immunitaire va le combattre et vous empêcher de tomber malade. Voilà. C'est le but de la vaccination, c'est ça. Et la deuxième question, oui, c'était les 2 mois. Pourquoi on ne vaccine pas avant 2 mois? Alors, quand un bébé naît, on sait ça, qu'ils sont en général plus sensibles aux infections. C'est aussi en partie parce que leur système immunitaire, il est pas tout à fait performant. Il est un peu au ralenti. Il est mature, etc. Mais il est un peu, il traîne un peu la patte. C'est entre autres lié, c'est ce qu'on disait aussi pendant la grossesse. Il faut que pendant la grossesse, il faut pas que le système immunitaire du bébé se retourne contre la mère, et que ça pourrait provoquer des réactions inflammatoires. Donc il faut une sorte de tolérance durant la grossesse. Donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu au ralenti. Et quand il naît, après il gagne en performance au cours du temps. Et donc autour de 2 mois, c'est la période où on juge que ça commence à être vraiment suffisamment performant pour que ce soit efficace, que la vaccination soit vraiment efficace. Donc c'est pour ça qu'en général ça commence vers 2 mois. Et que ça ne s'arrête jamais. Non, parce que quand tu commences avec des nourrissons, tu te dis, ah là là, il y a des vaccins tous les mois. Il y en a beaucoup les premières années, après ça se calme, ouais. Mais il y a beaucoup de rappels, mais encore une fois, c'est pour que l'immunité mémoire soit vraiment au taquet tout le temps, pour qu'après, justement, comme après on en fait moins des rappels, il faut que ça reste quand même suffisamment longtemps. Sinon ça sert à rien. Si ça ne fonctionne que 2 ans et qu'après ils peuvent choper la polio, enfin je sais pas, je te donne un exemple, alors dans ces cas-là, on considère que c'est pas efficace, quoi. Il y a énormément eu de discussions ces dernières années autour des vaccins en général, des discussions qu'il y avait pas pendant un moment où c'était acquis que se vacciner ça sauvait des vies. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement le vaccin sauve des vies? Alors déjà au niveau de l'immunité individuelle, donc pour soi-même, ça nous protège, ça nous empêche de tomber malade, de faire des complications qui peuvent être graves. Enfin, il y a des maladies dont on a oublié les conséquences, mais qui sont des maladies qu'on ne voit plus aujourd'hui. On oublie, l'humanité oublie vite ce que c'était que la polio avant, la rougeole, etc. Donc c'est pas des choses qu'on voit, et ça peut avoir des conséquences très graves. Ça tuait des enfants, la diphtérie ça s'appelait l'ange étrangleur d'enfants quand même. C'était pas un nom très sympa. Et donc ça c'est la protection individuelle, donc ça protège soi-même et ça protège ses enfants. Et il y a aussi la protection collective, donc l'immunité, tout ce qui est immunité collective, parce qu'en fait la vaccination casse les chaînes de transmission. En fait ça protège quand on a un individu qui est pas vacciné ou mal vacciné, parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés mais qui ont un système immunitaire qui est quand même pas terrible, qui sont immunodéprimés pour plusieurs raisons. Soit ils ont une maladie chronique, soit ils ont un traitement qui fait que leur système immunitaire il est diminué. Et bien, ces cas-là, ces gens-là, ils sont protégés par l'immunité de groupe indirectement, parce qu'en fait, autour d'eux, ils ont des gens vaccinés. Comme il y a une immunité collective, le risque que le microbe les atteigne
il est vachement plus faible parce que ça casse les chaînes de transmission. Et donc, c'est une protection indirecte et c'est comme ça qu'on peut éradiquer d'ailleurs des maladies. Hein. La variole a été éradiquée grâce à l'immunité collective. Donc, et c'est des choses qui sont importantes. Donc, quand on dit que ça ne regarde que moi, la vaccination, c'est pas vrai. Ça regarde en fait tout le monde. À chaque fois que quelqu'un va attraper un microbe parce qu'il n'est pas vacciné, alors le risque est posé pour l'ensemble de la population aussi de revoir apparaître des chaînes de transmission, qu'il y ait des épidémies qui se créent, parce que notre immunité elle est pas linéaire, elle est pas toujours au top. Il y a des jours on est plus fatigué, et tu le vois hein, quand tu es hyper stressé et fatigué, tu chopes plus facilement des trucs. Donc c'est pas linéaire et dans ces cas-là, tu comptes un peu sur l'immunité collective pour aussi te protéger. C'est important de se garder en tête que la vaccination, c'est l'affaire de tous, quoi. C'est pas juste l'affaire de soi-même. Et on continue d'innover dans les vaccins et dans ce qu'on propose. Je pense à ça parce que on a proposé à ma fille qui a 18 mois et qui a été hospitalisée à cause du VRS. Donc, c'est le virus de la bronchiolite qui est hardcore pour l'avoir vécu, vu comment elle l'a vécu, elle, à 4 mois. Et on lui a proposé de la vacciner. Là, il y a un vaccin qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, c'est pas un vaccin. Ah ouais? Ouais. Non, c'est un traitement préventif. Ouais. Pourquoi on nous dit qu'on veut les vacciner? Il y a une différence? C'est une différence, ouais, parce qu'en fait, c'est un anticorps monoclonal. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on appelle l'immunité passive. Il y a l'immunité active et l'immunité passive. L'immunité active, elle est générée par la vaccination, donc, ou l'infection. En fait, c'est vous montrez à votre corps à quoi ressemble le microbe et il va produire lui-même des anticorps, des cellules, mémoire. Il va produire sa propre immunité il va construire sa propre immunité contre le microbe. Alors que l'immunité passive, vous fournissez des effecteurs, enfin des agents de l'immunité directement au corps, donc il n'a même pas besoin de produire quoi que ce soit. Et là, c'est ce qui se passe avec le traitement préventif de le VRS. En fait, c'est des anticorps monoclonaux, donc c'est juste des anticorps qui sont injectés. Et en fait, les anticorps vont servir de sentinelle dans le corps pendant tout l'hiver. Ils vont permettre de choper le VRS s'il se pointe, de le détruire avant qu'il ait eu le temps de proliférer et de créer une infection qui peut poser des risques de bronchiolite, etc. De ça, il restera rien à l'immunité active. Il n'y aura pas le corps de ta fille, par exemple, va pas garder en mémoire le VRS dû au traitement préventif. Il le gardera peut-être en mémoire parce qu'il l'a déjà rencontré avant, mais pas dû au traitement préventif. C'est pour ça que c'est la différence, c'est pas un vaccin. Alors qu'un vaccin, lui, contre le VRS, par exemple, si un jour il y en a un, ce serait de stimuler l'immunité directement du bébé. Mais c'est dur d'avoir une immunité active très performante, le VRS, parce que c'est dur d'avoir une immunité qui dure. Mais on n'a pas encore trouvé un truc hyper efficace pour les bébés, en tout cas. Le traitement préventif a l'air de bien marcher. Hein. Puis comme c'est surtout le VRS, c'est surtout le premier hiver que ça pose beaucoup de problèmes de bronchiolite. C'est pour ça qu'il s'est administré surtout pour les petits, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a des effets secondaires au vaccin? Il y a des effets secondaires au vaccin. De manière générale, c'est assez similaire d'un vaccin à l'autre. Hein. C'est souvent, en fait, c'est lié à la réaction inflammatoire. Comme je disais avant, c'est une répétition générale d'infection. Donc, en gros, votre corps simule la vaccination simule une infection, et donc votre système immunitaire, vous voulez qu'il réagisse à ça. Quand il va réagir à ça, il va y avoir forcément des effets secondaires liés à cette réaction, qui sont liés à la réaction inflammatoire, et c'est en fait quelque part un bon signe. Ça veut dire que votre système immunitaire a réagi contre les morceaux du microbe qu'on lui a présenté, etc. Et il est en train de construire sa propre immunité contre lui. Et voilà, après, c'est des choses qui sont très contrôlées. Il y a des essais cliniques, etc. Donc, c'est pas des effets secondaires qui vont être terribles, sauf rares cas, et parfois il y a des rares cas de réaction inflammatoire, mais dans ce cas-là, c'est notifié. Globalement, c'est rougeur au niveau de point d'injection. Ça, c'est très, très typique d'une réaction inflammatoire. La douleur aussi, au niveau du point d'injection. Il peut y avoir de la fièvre éventuellement. Et pareil, c'est lié à la réaction inflammatoire, ou un gonflement des ganglions, c'est déjà arrivé, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est parce que les globules blancs amènent le bout du microbe dans les ganglions. Et en fait, c'est le siège de la réaction inflammatoire, et il va se construire toute une réaction autour de ça, et c'est pour ça que ça peut éventuellement gonfler. Voilà, c'est assez typique, en gros, des effets secondaires, c'est ce genre de choses. Je me souviens dans les années 90, quand on était vaccinés contre le BCG, dans mon entourage proche, il y en a qui ont gardé des cicatrices de trous sur la peau. Ça, je sais pas, mais enfin, je t'avoue que j'ai pas étudié la question, mais ouais, c'est possible, ouais.
Bon, aujourd'hui, je crois que ça fait plus ça. Ils ont dû changer quelque chose, mais je me souviens à l'époque. Un certain nombre de BCG, on le fait plus, sauf les enfants très exposés. Il y a certaines régions de France où il y a plus de tuberculose qu'ailleurs, mais c'est plus un vaccin obligatoire en France. Donc là, on a vu pour les vaccins qu'il y a tout le temps des progrès et que c'est important pour tout le monde d'être vacciné, pas que pour soi, mais c'est pour protéger les autres. Et puis, on rappelle, on peut pas aller les enfants ne peuvent pas aller en collectivité en France s'ils ne sont pas vaccinés. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Pour cette raison, justement, pour protéger les autres. Et aussi les gens qui travaillent avec eux, mine de rien. Voilà. Ça, c'est bien aussi. L'ensemble de la population, éviter des épidémies, parce que imagine en milieu confiné comme ça, dans des crèches, s'il y a une épidémie, alors après, c'est compliqué de contenir le truc, quoi. Et alors, si on passe maintenant juste aux enfants, et eux aussi, ils ont des aliments comme les femmes enceintes qu'il ne faut pas leur proposer avant un certain âge. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquels et pourquoi ? Ouais, alors en fait, comme les femmes enceintes, les jeunes enfants, ils n'ont pas un système immunitaire qui est hyper performant. Ils sont plus sensibles aux intoxications alimentaires de manière générale. Donc c'est pour ça qu'il y a des aliments qui sont déconseillés. Alors, il y a déjà on peut parler du miel vite fait. Les enfants de moins d'1 an ne devraient pas consommer du miel parce qu'il y a un risque de botulisme infantile, parce que le miel peut contenir des spores. On n'a encore pas entendu parler du botulisme à Bordeaux récemment, mais c'est différent le botulisme alimentaire du botulisme infantile. Le botulisme infantile, en fait, le miel contient des spores de Clostridium botulinum, qui est la bactérie qui cause le botulisme. Mais ça, c'est naturel, parce que c'est naturel. J'utilise le mot naturel, même si c'est pas forcément, c'est toujours surutilisé ce mot. Mais bref, en fait, la bactérie, elle est présente dans l'environnement un peu partout. Et les abeilles, quand elles butinent, elles transportent des spores de Clostridium botulinum. Elles se retrouvent dans le miel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez les petits enfants, ces spores peuvent germer dans le gros intestin, se transformer en bactéries et produire la toxine, qui est la toxine botulique, qui, elle, cause le botulisme. Et donc, c'est pour ça que c'est déconseillé aux enfants de moins d'1 an, parce que c'est eux qui présentent le plus de risques de ça. Alors que nous, adultes, comme on a un système immunitaire qui est quand même plus performant, tout ça, c'est un peu lié aussi au système digestif des enfants, des bébés, qui est pas forcément armé pour détruire les spores quand elles se présentent. Tout ce qui est acidité gastrique ou même la colonisation microbienne, on suppose que la colonisation microbienne est pas encore ouf au niveau du gros intestin et que éventuellement ça laisse la place à la bactérie pour se développer et produire sa toxine à volonté, alors que nous, on va en fait déglinguer les spores assez rapidement dans notre système digestif, du coup elle pourra pas germer dans nos gros intestins, tu vois. Et donc c'est ça en fait la raison. Et donc ça peut provoquer le botulisme, c'est une maladie qui peut être mortelle, donc c'est très important de respecter ça. Donc c'est le cas particulier un peu du miel. Après tu as les cas un peu plus généraux des aliments à éviter avant 5 ans. Donc encore une fois, c'est comme pour les femmes enceintes, c'est tout ce qui est à risque de contenir des pathogènes, des agents pathogènes comme le lait cru, le fromage au lait cru, viande crue, poisson cru, œufs crus, donc tout ce qui est mousse au chocolat faite maison, que ça faut éviter. Je sais, c'est un peu dur pour eux, mais coquillages crus, donc les huîtres, etc., il faut éviter, même le saumon fumé, etc., c'est à éviter. Mais encore une fois, c'est vraiment comme pour les femmes enceintes. Et c'est pour les mêmes raisons, globalement, parce que c'est démontré épidémiologiquement que les jeunes enfants font plus d'intoxication alimentaire que les adultes ou que les enfants plus âgés. Alors après, maintenant, l'ANSES déconseille aussi tout ce qui est lait cru, les fromages au lait cru et viande crue aux enfants de moins de 10 ans. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il y avait quand même pas mal, tu vois, t'as entendu parler sûrement de tout ce qui est syndrome hémolytique et urimique avec Escherichia coli, etc. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient passés 5 ans qui avaient fait ce genre de problème. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est viande crue, etc., le lait cru. Et, par exemple, mais le fromage. Parce que autant la viande crue, c'est plutôt facile de leur éviter. Mais le fromage. Fromage au lait cru, tout ce qui contient du lait cru, qui n'a pas été cuit, tu vois. Donc, par exemple, le gruyère comté, c'est au lait cru, mais c'est comme ça a été une pâte pressée cuite, c'est ok, parce que du coup, pendant la cuisson, les bactéries ont été dézinguées, quoi. Et par exemple, le steak haché, ça, c'est un gros facteur de... Parce qu'il faut bien le cuire. C'est un élément qui est un gros facteur de risque de contenir des Escherichia coli, qui peuvent provoquer tout ce qui est CHU, là, syndrome hémolytique et urémique.
Donc ça, il faut bien les cuire, en fait, tout simplement. Les steaks hachés saignants, ça à éviter pour les enfants de moins de 10 ans. Vaut mieux bien cuire leur steak, même si c'est pas forcément... C'est un peu moins bon, peut-être. Pas très français, surtout. On peut... ouais, c'est pas très français. C'est vrai que c'est sûr, c'est un peu dur, quoi. Mais le tartare de bœuf, avant, faut peut-être éviter pour les enfants. Bon, ça va. Le tartare de bœuf, c'est moins le truc qu'on va leur proposer, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que, je sais pas, tu vois, moi, mes filles, elles adorent le Saint-Nectaire. Alors que c'est pas bon, le Saint-Nectaire, du coup. Le Saint-Nectaire, c'est au lait cru, ouais. Je connais pas tous les fromages, je t'avoue. Ouais, c'est un fromage auvergnat. Ouais. Ok. Il faut éviter, normalement. Après, encore une fois, c'est chacun met son curseur où il veut, mais c'est vrai que c'est très déconseillé. Suffit d'une fois, quoi. Suffit d'une fois et d'un fromage pour que ça se finisse pas forcément bien. Ça peut être grave, hein. Ça peut être vraiment grave chez les enfants. Les enfants qui finissent à l'hôpital, les enfants qui finissent avec des séquelles, il y en a qui meurent. Enfin, voilà, je veux pas. Même si ça reste rare, ça arrive tous les ans quand même. Donc voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, moi je vis sur le bassin d'Arcachon, j'ai une fille de 6 ans qui veut manger des huîtres à chaque fois qu'on y va. Je vais lui dire maintenant. Déjà, comment on aime les huîtres à 6 ans, j'ai pas compris. Mais... parce qu'elle a été exposée, évidemment. Mais oui, donc en plus, dans les coquillages qui sont crus, ça c'est sûr. Enceinte, je sais très bien que ça se mange pas. Et que les crevettes. En fait, en gros, c'est les mêmes règles que pour les femmes enceintes. Ouais, ok. Et jusqu'à 10 ans, du coup, maintenant. Alors oui, en gros, c'est 10 ans pour le lait cru et la viande crue. Mais pas les œufs. Non, les œufs, c'est 5 ans plutôt. C'est pas le même risque infectieux, c'est plutôt salmonellose, etc. Et ça va mieux, c'est un peu plus... Okay. Ils peuvent toujours faire des intoxications, mais il y a moins de risques de complications, tu vois. C'est dur pour les Français quand même, parce que c'est quand même quelque chose qu'on consomme. Bien sûr que c'est dur. En fait, c'est ça pour la culture, parce qu'il y a des pays pour lesquels il y a moins de consommation ni de fromage ou de lait cru ou de lait cru. Les Américains, par exemple, ils ont tout pasteurisé. Enfin, c'est vrai que. Et puis le steak, ils n'ont pas la culture du fromage dégoulinant, etc. La viande est toujours très cuite, même si c'est les mêmes recommandations finalement. Ils ont moins de problèmes de conscience de le faire, d'appliquer ce genre de règles, parce que pour eux, c'est naturel. Pour nous, c'est plus dur de se dire, allez, pas de fromage. Ok, ouais. Non, mais du coup, on est plus concernés, puisque socialement, culturellement, en France, pour ceux qui consomment de la gastronomie française, mais évidemment, c'est pas tout le monde, mais c'est plus ancré dans notre culture, en tout cas. Ok, donc déjà, c'est bien de le garder en tête, surtout de savoir les conséquences... que ça peut avoir. Voilà, après, on peut être au courant des recommandations et pas forcément les respecter, même si c'est pas encouragé du tout, mais je sais qu'il y a des... Enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, hein, mais... Une fois qu'on sait, on fait son choix en connaissance de cause et c'est l'essentiel. Moi, mon job, c'est d'informer, quoi. Après, je vais pas aller vous fliquer dans votre cuisine. Ouais. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux parce que... tu parlais beaucoup des infections, des virus, avec toutes tes perruques, avec... t'as voulu transmettre ça de manière fun. Et avant qu'on s'attaque sur la partie des virus, des maladies et comment un peu les éviter au max, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as voulu aller sur les réseaux sociaux? Parce que autant il y a beaucoup aujourd'hui en langue anglaise et de grosses vulgarisations scientifiques, en tout cas aux États-Unis, autant en France, ça émerge juste. Ça t'est venu d'où cette idée? Alors, d'où ça m'est venu? Clairement, moi, j'ai commencé ce compte en février 2021. C'est au moment où les vaccins Covid sont arrivés sur le marché. En fait, j'ai été tellement hallucinée de voir toute la désinformation qu'il y avait autour de ça que j'ai commencé en fait à en parler. On me posait quelques questions sur mon compte privé Instagram. Tu vois, des copains, machin, commencent à s'inquiéter parce qu'il y avait tellement de fake news, etc. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu penses qu'il y a un risque, etc. Et en fait, je commençais à poster des stories sur mon compte privé, et puis je me dis, ou à répondre à tout le monde. Je dis, laisse tomber, c'est trop compliqué, je vais faire un compte spécial. Parce que je commence à avoir plein de monde qui arrivait sur mon compte privé, ça commence à me stresser, parce qu'il y avait des photos des enfants, etc. C'était pas du tout le but du compte. Du coup, j'ai créé un compte spécial, et en fait, ça a démarré comme ça, et ça a explosé tellement vite que ça m'a même dépassé. Et en fait, c'est venu comme ça, et de fil en aiguille, j'ai commencé à parler d'autres sujets qui étaient tout aussi importants au niveau de la santé publique. Parce qu'en fait, il y avait un manque d'informations qui était incroyable. Enfin, les gens voulaient en fait avoir des informations. Je me suis rendu compte qu'il y avait... c'est juste qu'en fait, ils savaient ni où chercher les informations. Enfin, ils avaient besoin de comprendre, tout simplement. Il n'y avait pas forcément les infos qu'ils voulaient sur les sites officiels. Ou alors, c'était trop compliqué à comprendre. Donc, j'ai juste voulu, en fait, essayer de simplifier des trucs
qui moi me semblent des trucs me semblent normaux parce que je suis toute la journée le nez dedans, mais en fait, je me suis rendu compte que le grand public n'a pas forcément accès à cette information et que c'était important qu'il y avait un manque de communication qui était évident au niveau scientifique. En tout cas, en langue française. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de créateurs qui le font. Mais après, c'est un pays plus grand, il y a plus de monde, etc. Et puis, beaucoup de gens qui parlent anglais. Il y a des Anglais qui le font aussi très bien, des Canadiens, enfin, etc. Mais c'est vrai qu'en français, il y avait un manque d'informations, en tout cas, au niveau scientifique. Mais ça se démocratise, hein, de plus en plus de médecins sur Instagram, et quelques scientifiques aussi. Beaucoup de médecins, surtout. C'est bon signe de voir que les scientifiques, la communauté des médecins se pointent sur les réseaux sociaux pour stopper un petit peu toute la désinformation. Et en plus, comme tu l'as dit, on est avide de connaissances. C'est ça, parce que en fait, tu peux essayer de contrôler la désinformation comme tu veux, et les plateformes mettre en place des trucs, tu vois, pour essayer de limiter, les bannir, les machins. Mais en fait, c'est une histoire sans fin, quoi. T'as un robinet, il y en a 3 autres qui s'ouvrent derrière, quoi. Enfin, le levier qu'on peut utiliser, c'est nous donner les informations correctes. En fait, on peut essayer de limiter la désinformation et en même temps donner de la bonne information pour contrebalancer un peu la désinformation. C'est 2 leviers sur lesquels on peut. Et moi, le seul levier sur lequel je peux avoir une action, c'est surtout donner la bonne information. Je peux pas faire grand-chose pour contrôler la désinformation sur les réseaux. Et c'est tellement plus positif, je trouve, de faire comme ça. Mais surtout, à part en fait, tu nous enseignes les choses. C'est plus intéressant. Oui, c'est ça, c'est plus intéressant. Ah bah oui, c'est plus intéressant que si tu te bats dans le vent avec un filet de pêche. C'est clair. C'est se battre avec des moulins avant. Parfois, non, c'est sûr. Nous, plus tu nous donnes de connaissances, plus on est équipés et on fait des choix éclairés et un petit peu plus pertinents. Et on sait mettre aussi une barrière avec les infos qu'on reçoit et on peut faire un tri. Ouais, et je pense que quand les gens comprennent, ils ont moins peur. C'est vraiment parce que le terreau, je le dis tout le temps, le terreau des fake news, c'est la peur. Mm-hmm. Ils veulent vous faire flipper avec des trucs parfois, mais franchement, quand toi tu as un œil averti dessus, tu te dis mais d'où il sort cette histoire, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que quand tu connais pas le domaine et que tu comprends pas le mécanisme, tu peux y croire, tu vois, ça a l'air vrai. Alors qu'en fait, quand tu as les armes pour essayer de comprendre comment fonctionne le système immunitaire, tu te dis peut-être qu'il y a un truc qui est pas clair, quoi. Parce que moi j'avais compris que le système immunitaire il fonctionnait pas comme ça, etc. Donc comment c'est possible que... Et tu vois, peut-être que je me dis avec au moins qu'il y ait les bases sur certains trucs, peut-être que les gens peuvent arriver à discerner d'eux-mêmes le vrai du faux, ou du moins détecter qu'il y a peut-être un truc qui a l'air pas net sur ce qui est partagé, quoi. Je vais te donner une fake news à débunker sur les maladies des enfants. Vas-y. Il paraît, et je l'ai vu sur ton compte, que c'est pas parce que nos enfants ils ont froid dehors et qu'ils sentent sur leur manteau qu'ils vont tomber malades. Ah ouais, non, ça c'est un mythe aussi. C'est fake news. C'est fréquent. Alors, c'est pas le froid qui fait qu'on tombe malade, c'est bien les microbes qui font qu'on tombe malade, mais le froid peut être un facteur. En fait, en quelque sorte, c'est un facteur indirect, hein, c'est parce que quand il fait froid, on a plus tendance à se mettre à l'intérieur, se retrouver tous à l'intérieur. Donc, les germes sont plus concentrés, ils volent, enfin, on peut plus facilement s'échanger que dehors. On a tendance à pas aérer les pièces de la maison, par exemple. Donc l'air se renouvelle pas forcément et les microbes commencent à condenser au même endroit et donc on peut forcément plus facilement choper quelque chose. Il y a surtout ça. Après, il y a tout ce qui est la théorie qui est assez controversée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Ça a fait le gros buzz l'hiver dernier. Je crois que j'ai dû débunker ce truc au moins 5 fois. Les journalistes ont sauté dessus alors que il y avait d'autres études qui avaient été publiées avant d'ailleurs dans le même sens qui montrent que en fait le froid peut éventuellement diminuer les réactions immunitaires au niveau de la muqueuse locale, au niveau de tout ce qui est muqueuse du nez, etc. Et que éventuellement, ça peut favoriser les infections. Ça, voilà. Après, ça n'a pas encore été... C'était dans un modèle animal, c'était in vitro, etc. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions et de dire directement « Ah, bah, tu vois, le froid rend malade. » En plus, c'est même pas le froid qui rend malade, ça peut être un facteur. C'est la démonstration, encore une fois, que ça peut être un facteur, mais il faut quand même un microbe pour tomber malade à la base. Donc ça, c'est une des raisons. Après, il y a un autre truc, c'est que certains microbes résistent mieux dans l'environnement quand il fait froid que quand il fait chaud. Donc, ils peuvent rester plus facilement actifs dans l'environnement quand il fait froid et éventuellement, du coup, comme ils restent plus longtemps
sur une surface inerte, mais qui sont toujours vivants, même si les virus sont pas vraiment vivants. Si jamais vous vous touchez, vous mettez vos mains dans votre bouche à ce moment-là, et comme ils sont toujours vivants, bah, vous pouvez plus facilement choper une infection. Voilà. Ça peut être, c'est des facteurs, hein, c'est des hypothèses encore une fois, mais c'est plusieurs facteurs, c'est une combinaison de facteurs qui font qu'éventuellement le froid peut être un facteur, mais ce n'est pas la cause. Si tu te balades à poil dans la neige et que tu rencontres aucun microbe, tu vas pas attraper froid. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est ça, du coup, notre père de parents disant « Ah non, il fait froid dehors, mets ton manteau, tu vas attraper froid », alors qu'eux, ils courent partout, ils ont chaud, ils sont rougeasses comme ça. C'est une peur qu'on projette, en fait, puisque et puis on l'a tellement entendu, en fait, ça a même un réflexe, tu vois. Moi, je l'ai tellement entendu quand j'étais gamine, mais je pense que même moi, j'ai dû dire ça à mes enfants un jour, tu vois. Tu vas choper. Parce que j'ai tellement entendu. Oui, c'est automatique. C'est automatique, t'as même plus le sens de la phrase, parce que tu projettes ta peur sur eux, tu dis, moi, j'aurais froid à sa place dehors, parce que je bouge pas. Faut qu'il aille mettre un manteau, tu vois. Pour me rassurer, moi, parce que moi, j'ai froid. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme en langue française, nous, les Français, on utilise un peu, je vais dire un gros mot, putain, comme si c'était une ponctuation. Bah, c'est pareil, tu vas avoir froid, il fait froid dehors, mais ton manteau. C'est ça. C'est notre ponctuation. Exactement. On est en mode réflexe sur ça. Bah, c'est intéressant sur les virus et sur du coup, les maladies infantiles. Parce qu'en fait, elles sont utiles, les maladies infantiles, au final. Elles sont insupportables pour nous, les parents, parce que c'est dur, c'est éprouvant. Ouais. Mais ça a un sens qu'ils tombent malades petits. C'est pas utile dans le sens où il faut qu'ils soient malades pour construire leur immunité. Non, oui, ils peuvent. En fait, si tu veux, c'est un peu un passage obligé. T'as pas trop le choix. Tu peux pas faire autrement, à moins de mettre ton enfant dans une bulle stérile et ne le faire rencontrer personne. Tu peux pas éviter les maladies. Sauf par la vaccination. Je parle pas des maladies. Non, on parle des petits rhumes qui sont chiants. Par la vaccination, attention. Ça, évidemment, si on peut le faire, il faut le faire. Mais tout ce qui est, par exemple, les rhumes, certaines gastro qui sont pas forcément, on peut pas vacciner, etc. Ouais, on pourra pas y échapper. Moi, mes enfants, j'en ai 3. Ils sont souvent malades et c'est ok. Ils sont en crèche, ils sont à l'école. Ils partagent des microbes avec les autres. L'hygiène, c'est pas. Les enfants, l'hygiène des mains, c'est pas forcément le top du top. Et en fait, ils acquièrent un certain degré d'immunité contre le microbe qu'ils ont rencontré via ça, en fait. Mais c'est pas pour autant que ça va les protéger contre tous les microbes. Tu vois ce que je veux dire? L'immunité, elle est tellement spécifique à un microbe. S'ils chopent un rhume un jour, c'est pas pour autant qu'ils vont être protégés contre le rhume pour toute la vie ou qu'ils feront des rhumes moins graves la prochaine fois. Ils vont peut-être être protégés pendant quelques semaines contre le microbe qui a causé ce rhume. Il y a tellement de microbes différents qui peuvent causer un rhume qu'ils peuvent très bien choper un rhume dans 2 semaines qui est dû à autre chose. Par exemple, le VRS, c'est un microbe même nous, en tant qu'adultes, qu'on chope, mais ça fait pas des bronchiolites comme les enfants, parce qu'en fait, on a un certain degré d'immunité contre le virus maintenant, et qu'en fait, il provoque juste des rhumes, voire même carrément, il est asymptomatique, on n'a plus de symptômes, etc. Par contre, on peut être porteur du virus et le transmettre à des bébés qui peuvent faire des maladies graves, parce qu'ils l'ont jamais vu, parce que leur système immunitaire, il est pas forcément ouf, et qui peuvent faire des complications très graves. Voilà, après, c'est comme pour tout, hein, on a tous un degré d'immunité contre certains microbes, on a une immunité mémoire, ça sert à ça en fait. Le système immunitaire, il sert à ça, il sert à nous protéger. Alors après, c'est pas au point de se dire il faut absolument tomber malade, genre tu vas aller frotter le frère et la sœur à côté dès qu'ils ont un rhume pour que tout le monde chope tout le monde soit malade. Franchement, c'est horrible. Autant éviter, surtout que tu auras l'immunité parfois, souvent même, contre les virus du rhume ou les virus, etc., dure pas longtemps, donc en fait tu vas te protéger pendant quelques semaines et après l'hiver prochain il va revenir, tu vois. Il y a que la varicelle pour qui on dit allez-y, collez-vous ensemble, chopez la varicelle ensemble. La varicelle, ça c'est un cas spécifique, enfin c'est pas spécifique forcément à la France, mais il y a nous aux États-Unis on vaccine, donc c'est vrai que la varicelle les enfants ne l'ont pas, mais la varicelle c'est clair que si tu n'as pas accès à la vaccination, parce que tu es dans certains pays où ils ne vaccinent pas automatiquement, il vaut mieux l'avoir enfant que de l'avoir ado ou adulte, parce que là, ça peut être beaucoup plus grave. Dans ces cas-là, il vaut mieux se faire vacciner d'ailleurs, quand on a un certain âge et qu'on ne l'a pas eu, parce que les complications sont plus fréquentes. Ça, c'est important de le rappeler. C'est pas que les enfants qui font des infections graves. Les adultes peuvent faire des infections graves sur certains virus qui auraient été pas graves chez les enfants. Donc ça, c'est important. Parce que le système immunitaire, il évolue on ne sait pas exactement pourquoi, d'ailleurs, la varicelle est plus grave chez l'adulte.
que chez l'enfant. Sûrement une question de système immunitaire qui est différent. C'est clair, c'est comme ça. Mais la varicelle, ouais, c'est encore une question à ce qui divise pas mal en France, en tout cas pour la vaccination. Mais ouais. Bon, j'ai une dernière question, mais qui va peut-être être un peu plus longue, qui va répondre à la question de ton livre. On fait comment pour éviter toutes ces maladies? Alors, pour éviter toutes les maladies, ça va être compliqué de tout éviter, mais alors il y a déjà tout ce qui est hygiène, hygiène des mains, je pense que c'est la règle numéro 1. Bien se laver les mains pour éviter tout ce qui est germes, etc. Parce qu'en fait, tes mains tout ce que tu touches peut éventuellement contenir des virus, des microbes, etc. Donc bien se laver les mains avant de cuisiner, après avoir été aux toilettes, après avoir changé un bébé, après avoir fait un truc contaminant, avoir soigné une personne malade, etc. C'est très important. Après, pour tout ce qui est virus de l'hiver, etc., on peut essayer d'aérer les pièces tous les jours, même s'il fait froid, pour renouveler l'air. Comme je disais, c'est un facteur de risque d'infection si on laisse tout fermer tout le temps, et alors l'accumulation de microbes peut éventuellement causer des infections. Pour la bronchiolite spécifiquement, pour les bébés, il vaut mieux éviter par exemple de les exposer à la fumée de cigarette, parce que c'est un facteur de risque aussi. Bien laver le nez des bébés aussi régulièrement, ça peut aider éventuellement à nettoyer, à essayer de chasser un peu tout ce qui peut se trouver dans leur nez, et aussi le désencombrer, tu vois, pour éviter que ça tombe plus bas. Éviter les visites de l'extérieur, ça c'est plus pour les bébés, mais quand on a vraiment des petits bébés qui sont très fragiles et qui peuvent éventuellement faire beaucoup de risques de bronchiolite, il faut éviter les visites de l'extérieur, surtout si les gens ont un rhume, etc. Mais bon, même le VRS parfois est asymptomatique, tu vois, donc chez les adultes. Donc c'est parfois difficile de... Mais bon, en période épidémique, il faut limiter les visites. Voilà, si vous toussez, éternuez, il vaut mieux s'éloigner un peu des bébés, surtout des petits. Après, on peut éviter les lieux publics très confinés, avec des petits aussi, laver les jouets, s'il y a des frères et sœurs qui sont malades, etc., qu'on a des bébés. Bon, après, il y a plusieurs... Il faut voir où on met le curseur, mais... Voilà. Après, il y a tout ce qui est intoxication alimentaire, là, c'est différent, mais... Enfin, le lavage des mains, ça reste le numéro 1, toujours. Mais sinon, c'est plus bien laver les légumes, les fruits, la cuisson optimale, etc. La toxo, on peut cuire... par exemple, congeler la viande 3 jours dans un congélateur minimum. Ça va tuer en fait les kystes du parasite qui peuvent se trouver dans la viande. Par contre, ça n'empêche pas de la manger bien cuite, parce que parfois j'entends des gens qui me disent oui, mais j'ai congelé la viande, je peux la manger crue ou saignante. Non, parce que ça diminue pas le risque toxi-infection dû à des bactéries, parce que les bactéries elles survivent très bien à la congélation. Donc, mais ça diminue le risque de toxoplasmose par exemple. Faire attention à la litière du chat. Si vous avez un chat, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de la changer à votre place si vous êtes enceinte, etc. Bon, ça, c'est plus des recommandations spécifiques pour chaque type de population. Il n'y a pas de recommandations universelles, à part le lavage des mains. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recommandations universelles. Utiliser son bon sens pour plein de choses, tu vois. Ok, je pense que tu as bien résumé au minimum, mais si vous voulez plus de précision, vraiment, voir ton livre avec plus de détails dans tout ce que tu dis. C'est ça. Avec les explications scientifiques, si vous avez besoin d'être plus concret et concrète. Mais déjà, je pense sur 1 heure qu'on a bien balayé, en tout cas pour les parents, les futurs parents, ceux qui ont des enfants en bas âge. Tenez bon, l'hiver arrive, ça va être chaud. mais c'est comme ça. Enfin, je tiens à dire quand même que tu vis en Floride et il fait chaud et tes enfants ils ont quand même des microbes, donc c'est pas que... Nous, c'est à chaque rentrée scolaire. C'est pareil. La rentrée en 2 semaines, c'est terminé, tout le monde est malade. Il fait 40 degrés, mais les enfants... Bon, après, nous, comme il fait 40 degrés, du coup, ils sont souvent à l'intérieur aussi. C'est l'inverse, tu vois. Comme quoi, c'est pas lié au froid. C'est lié au confinement. 40 degrés, mais c'est plus lié au fait qu'ils sont confinés à l'intérieur parce qu'il fait 40 degrés à l'intérieur. Et là, c'était l'hécatombe. Pendant un mois, ils se sont tous refilés des trucs. Et puis après, ça se tasse parce que, tu vois, ils ont sûrement construit une espèce de degré d'immunité pour les semaines à venir, les mois à venir. Et à chaque fois, après, ils repartent en vacances 2 mois et après, ils reviennent et se refilent des trucs de nouveau. Et ça tourne dans les classes, évidemment. Ouais. Et puis nous, quand on en a 3, évidemment, ils adorent se refiler leurs petits microbes. Et après, ils se refilent entre frères et sœurs. Et après, ils refilent aux copains à l'école. Enfin, voilà. C'est infini. C'est magnifique. On a beau essayer dès qu'ils ont de la fièvre, de les garder à la maison. Souvent, ils sont contagieux avant. Donc, c'est dur d'éviter, quoi. Un jour.
Un jour, ils y arriveront. Merci beaucoup, Océane, pour toutes tes infos, toutes les infos, tous tes conseils. Et puis, on te retrouve sur le compte de French Virologist. Vous la reconnaîtrez peut-être pas forcément, puisqu'elle aura des perruques et des lunettes. Mais ce sera la même voix, promis. Ça, j'étais sage. J'ai été sage. C'est vrai, des fois, c'est tranquille. Merci, Océane. Salut, merci beaucoup. C'était Océane Sorel, virologiste. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, via WhatsApp, peu importe le moyen, allez-y, faites partager ce savoir. D'ailleurs, je le dis souvent, mais d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde, donc merci beaucoup. Si vous voulez soutenir ce podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. On a repris les cercles de la matrescence une fois par mois, le 3e jeudi du mois normalement. On discute pendant 1h30 entre femmes. Vous êtes peut-être aussi à la recherche d'un épisode, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.